Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues, en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Hey, salut Jason, ça va super bien. Excellent. Écoute, avec ce qui s'en vient, est-ce que je peux rouler à vélo en hiver? Ouais, écoute, très très bonne question aujourd'hui, en fait, avec cette belle température qu'on a, température hivernale. En fait, la réponse est oui, mais il y a quand même des restrictions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rouler l'hiver en vélo, je peux pas sortir mon vélo du cabanon et paf, aller rouler comme ça. Il faut absolument là, que je laisse le temps là, à l'huile de se réchauffer dans les suspensions. Parce qu'en fait, le gros problème là, avec l'hiver, c'est vraiment au niveau de l'huile des suspensions. Si j'ai pas une huile qui est adaptée, mon huile va épaissir avec la température qui refroidit. Si je sors mon vélo du cabanon directement à moins 20 et que je saute sur le vélo, je peux carrément sauter mon damper parce que l'huile étant plus épaisse, elle va avoir de la difficulté à passer à travers les valves. Mais dans ce cas-là, Donc, comment tu fais pour le réchauffer s'il était déjà dehors, ton vélo? ben, en fait, c'est en allant rouler, en, en actionnant la suspension tranquillement, pas vite, faire en sorte que l'huile à l'intérieur va finir par se réchauffer à force de passer à travers les valves. Ce qui est important, c'est que la suspension ne mange pas comme un gros coup OK. d'un coup sec, direct en partant. Donc, il faut y aller de manière un peu progressive, là, faire rebondir un petit peu la suspension pour que l'huile se réchauffe à l'intérieur et se liquéfie un petit peu plus là, à ce niveau-là. Mais sinon, on peut aussi avoir un kit d'hivernation de notre suspension, donc d'avoir une huile et des seals qui vont être mieux adaptés à l'hiver, qui vont faire en sorte que notre suspension va bien fonctionner même dans des températures très froides. Les fourches de fat bike, là, entre autres, là, Mhm. la Bluto a un kit pour l'hiver et la Manitou Mastodonte est vraiment adaptée pour l'hiver. Donc, ils vont avoir une huile particulière pour l'hiver et des seals qui sont mieux adaptés pour les températures froides. Donc, ces fourches-là, eux autres, ils peuvent être utilisés là, direct en sortant. Là, l'huile est déjà correcte à l'intérieur. Mais si j'ai déjà, bon, ma fourche, OK, elle est pas adaptée pour l'hiver en ce moment, est-ce que ces kits-là sont disponibles pour pas mal toutes les fourches, comme Fox ou RockShox, Suntour, peu importe ce qu'on a sur notre vélo? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ça online, acheter ça en magasin? Comment qu'on fait ça? De ce que je sache, là, au niveau des fourches standards, en fait, ce qu'il faut savoir, de un, c'est que si vous faites ce genre de modification-là, il va falloir la refaire au printemps pour remettre une Mhm. huile dite d'été. Au niveau des kits là, pour les fourches standards, écoute, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de kit là, qui se vend spécialement pour ces fourches-là. Euh, c'est sûr que, tu sais, si je regarde les fourches de fat bike, exemple comme une Bluto avec du 32 mm de stanchion, ben, probablement que le kit doit faire sur les autres fourches de 32 mm. Mais à ma OK. connaissance, là, il n'y a pas, il y a pas de kit Fox ou de kit RockShox ou autre compagnie là, vraiment faite pour l'hiver outre que pour les fourches de fat bike, là. Puis moi, avec ma pauvre suspension arrière, là, s'il était dans le cabanon, je m'assois sur le vélo, déjà, je viens de mettre une grosse pression dessus, là. Je peux pas vraiment alléger mon poids pour être plus smooth avec un choc sur lequel je suis assis, là. Ben, Qu'est-ce qui va se passer avec l'huile? Elle va-tu défoncer presque automatiquement ou c'est safe quand même? en fait, comme je dis, c'est vraiment au début, là, c'est d'aller très smooth pour que l'huile à l'intérieur du choc aussi se réchauffe pour amener une certaine fluidité. Mais ultimement, c'est certain, OK, que notre suspension ne travaillera jamais de façon optimale. Dès qu'on on atteint, là, je dirais, là, dès qu'on passe sous la barre des 10 degrés, là, donc Ah, 10 0-10 degrés degrés, même. Ah, ouais, déjà. ouais, OK, OK, ouais, OK. oui. Fait à quelle température est-ce que ça devient carrément dangereux pour ma suspension de l'utiliser? Je dirais que quand on arrive là, sous zéro, là, euh, quand on dit dangereux pour la suspension, en fait, c'est qu'on augmente les risques de défoncer la suspension. En fait, c'est ça qui risque de se passer. C'est pas,
c'est un risque de bris, là. C'est pas un risque que vous autres, vous blessez en tant que rider, là. C'est que vous augmentez les risques de carrément défoncer votre suspension puis d'avoir besoin de la réparer, là. Puis si mon vélo était dans le garage au chaud là, ou dans le sous-sol, je peux-tu le sortir, commencer à rider, puis pas trop m'inquiéter que la baisse de température, ou est-ce qu'à un moment donné, je suis aussi bien de m'acheter un vélo rigide ou un gros fat bike pour l'hiver? C'est quoi le meilleur investissement? Ben, en fait, bon, pour répondre à ta première question, si le vélo était à l'intérieur et qu'il est déjà à bonne température, ben, si on sort dehors, on se met à l'utiliser, parfait, c'est beau, il n'y a pas de problème parce que l'huile est déjà à bonne température. Fait que ça, il n'y a Ok. pas de problème. Par contre, si on veut optimiser là, nos sorties hivernales, Mhm. ben, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas me promener en vélo de montagne standard dans des pistes de fat bike. Donc, automatiquement, ça me prend assurément un fat bike pour apprécier là, les trails l'hiver. Parce qu'un pneu standard, même là, aller jusqu'à du 2,6 ou du 3 pouces dans les plus 16 qu'on appelle, c'est Mhm. jamais assez large là, pour du fat bike. Je dirais là, pour apprécier là, l'hiver, là, en bas de 4 pouces, là, ça commence à être assez faible, là. Même qu'il y a beaucoup, beaucoup de centres qui refusent là, en bas de 4 pouces là, de pneus, là. Mais ça, c'est dans le cas où tu veux aller faire du fat bike dans une trail ou du vélo dans une trail autorisée. Par contre, Ouais. si moi je décide juste parce que j'ai pas beaucoup de temps de sortir 1 heure ou 2 dehors pour aller faire du vélo avec mon 2,6, je vais être correct, là. En Oui, ben, masse, là. ouais, Je vais oui, pas dans les trails, là. ouais, vous allez pouvoir vous promener. Le problème qu'on va voir, c'est que c'est au niveau du sel. Il y a tellement Ouais. de sel là, l'hiver sur les routes que vous allez vraiment détériorer de beaucoup votre vélo. Le sel attaque énormément le vélo. Majoritairement, tout ce qui est roulement, ça va complètement attaquer aussi les gaines. Donc, en fait, là, je te dirais que à moins là, que ça soit vraiment nécessaire là, de se déplacer avec votre vélo, euh, l'hiver, utilisez jamais votre vélo de montagne. Là, Non, vous c'est allez, pas, vous allez c'est pas brûler. nécessaire, c'est vraiment pour le plaisir. Parce que Ouais. là, je vois la neige qui s'en vient, puis j'ai juste envie de rider encore et encore et encore. Tu sais, donc c'est sûr que j'ai comme pas envie d'arrêter de rouler. Sauf que je pense que je vais tout simplement sortir un de mes vieux vélos, puis rouler avec ça au pire, là. Mais je veux dire, c'est toujours mieux, comme tu me dis, soit d'avoir un fat bike ou d'avoir un vélo que tu roules pas dans la rue, mais je veux dire, c'est le sel vraiment, c'est ça qui cause le plus de dommages là-dessus, puis le froid, j'imagine, là. Mais les freins, les autres, l'huile dans les freins, comment ça l'affecte? À quelle température je vais avoir de la difficulté à freiner? En fait, au niveau de l'huile des freins, c'est un peu le même principe. Donc, l'huile va épaissir comme les suspensions. La seule différence, c'est que euh, l'huile de frein va être un petit peu moins affectée. Ça va rendre le frein un petit peu plus raide, mais c'est tout. Ultimement, ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'huile DOT versus l'huile minérale, Mhm. l'huile DOT est un peu moins affectée par l'hiver. La meilleure comparaison, en fait, c'est que l'huile DOT, c'est ce que vous avez dans vos voitures. Donc, si jamais c'était vraiment problématique, il faudrait changer de type d'huile là, dans nos chars. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, dans les freins, c'est exactement la même chose. Alors que l'huile minérale, généralement, elle n'a pas été développée au départ pour fonctionner à des températures très froides. Donc, elle peut potentiellement être plus problématique, là. Mais écoute, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont rouler des freins Shimano l'hiver, qui n'auront pas de problème, là. Les freins ne gèleront pas nécessairement. Donc, OK. c'est à prendre quand même avec un bémol à ce niveau-là. Mais si on parle de type d'huile idéale, ben, c'est sûr que la DOT, sur papier, serait l'huile idéale à utiliser. OK. Fait que finalement, mon vélo, je suis aussi bien de le laisser en dedans l'hiver, sauf si j'ai un fat bike qui est fait pour ça. C'est en plein ça. OK, parfait. Écoute, pour moi, ça répond à ma question. Est-ce que, par contre, le sel, j'avais une autre question par rapport au sel, est-ce que ça affecte un type de frame en particulier, un matériau plus qu'un autre? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des vélos sont en carbone ou en aluminium. Ouais. Donc, à ce moment-là, le sel
a plus ou moins d'impact par rapport à ça, parce que le sel n'attaquera pas ces matériaux-là. Là où le sel va vraiment avoir un impact, les roulements des roues, le bottom bracket, le 17, ça peut attaquer aussi la surface des disques. C'est vraiment là, ça qui va être attaqué en premier et qui va vraiment avoir un impact là, c'est vraiment sur le long terme. Là, c'est que passer un hiver complet à rouler dans le sel avec votre vélo, vous allez voir que à la fin de l'année, à la fin de l'hiver, il y a beaucoup de pièces à changer là, qui ont été là, usées prématurément. Là. Puis parlant d'usure puis de corrosion, là, il y a beaucoup de gens hein, qui nous rapportent que après avoir passé l'hiver dans le cabanon, leur vélo avait de l'oxydation un peu partout, probablement à cause du chlore. Donc ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout, que le chlore pouvait affecter autant là, les métaux, même sans y toucher directement. Là. Ouais, en fait, le chlore est très sous-estimé. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment au niveau de l'humidité. Donc, tu sais, dans un cabanon, l'hiver, il y a beaucoup d'humidité, on ne se le cachera pas. Donc, Ouais. si vous avez là, une chaudière de chlore avec des pocs de chlore ou du chlore en poudre, même si la chaudière est supposément hermétique, il y a quand même des vapeurs de chlore qui s'échappent que nous, on ne sentira pas nécessairement, mais qui vont quand même graviter dans l'air. Et avec l'humidité et tout, là, ça ne fait pas un beau mélange. Là, donc, il faut vraiment, là, idéalement, là, sortez le chlore du cabanon. Par contre, de garder votre vélo dans le cabanon à moins 30 l'hiver, c'est pas dommageable. Là. Ah non, ok. J'aurais cru que ça aurait peut-être pu endommager quelque chose. C'est la suspension, justement. Moi, j'aurais peur pour ça, là. L'huile prend de l'expansion aussi à l'intérieur, comme c'est un liquide. Donc, j'imagine qu'en gelant, de toute façon, tout prend de l'expansion. Ben, en fait, l'huile Les dans les liquides, je veux dire. suspensions, ouais, l'huile dans les suspensions, elle ne gèle pas, pour commencer. OK. Euh, et même si mettons qu'il y aurait expansion de l'huile, le AFP dans les suspensions est là pour compenser ça. Quand vous roulez, juste quand vous roulez, il y a expansion de l'huile due à la température, il y a déplacement et tout. Donc, le AFP est là pour ça. Donc, ça, c'est assurément pas dommageable, même si potentiellement, il pourrait avoir euh, expansion, là, mettons que ça gèlerait ou peu importe. Donc, c'est pas problématique. L'autre chose aussi, c'est que ta suspension, le fait qu'elle et là, sans bouger, ça change absolument rien dans sa vie. Elle OK. peut pas briser. La seule et unique chose qui pourrait potentiellement arriver, Mhm. c'est que les seals de la suspension vont geler, vont fendre, et la suspension va se mettre à couler. OK. Euh, Mais ça serait dans le cas où le vélo est positionné d'une manière où l'huile peut s'en aller vers le haut, ou bien c'est-tu quelque chose qui. Y a-t-il une position dans laquelle c'est plus dangereux? Je sais pas. non, 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 OK. c'est vraiment juste le froid qui va causer ça. Et OK. après, quand vous allez sortir votre vélo, vous allez remarquer que la suspension coule. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est pas quelque chose qui est courant, là. Donc, ça n'arrive OK. pas là, de façon régulière. Là. Ça reste là, des situations là, ici et là qui sont quand même là, sporadiques. Là. C'est pas quelque chose de très courant comme tel. Par contre, ça fait en sorte que moi, je recommanderais de quand. Parce qu'idéalement, on envoie nos suspensions rebuildées l'hiver. On n'envoie pas ça au printemps parce que tout le monde envoie ses suspensions au printemps. Donc, si on ne veut pas attendre 6 mois avant d'avoir nos suspensions, on est mieux d'envoyer ça pendant l'hiver. En plus, les compagnies ont le temps de commander les pièces nécessaires, ont le temps de faire une bonne job à vos suspensions. Ils ne sont pas à la course. Et moi, je recommanderais, dans le fond, si vous enlevez vos suspensions de votre vélo, vous envoyez ça pendant l'hiver, ben, gardez-les à l'intérieur. Comme ça évite que, même si vous avez fait rebuilder vos suspensions, que là, si les cils ils fendent à cause du froid, ben, vous allez être obligé de les renvoyer par la suite. Donc, ça évite là, justement cette problématique-là, en fait. Là. OK, OK, OK. Donc là, pour résumer, finalement, je peux rouler en hiver, mais si mon bike était dans le cabanon, il faut que je roule doucement jusqu'à ce que l'huile se réchauffe un peu. S'il est dans la maison, je peux sortir, il n'y a pas de problème, je peux rouler. Et puis, si je le laisse dehors, à ce moment-là, enlever le chlore dans le cabanon pour pas causer là, de problèmes d'oxydation ou de corrosion. Donc, en gros, c'est un peu ça, là. Exactement. Et tantôt, tu me parlais, bon, est-ce qu'il y a une position particulière qui peut être dommageable? Ouais. En fait, il n'y en a pas.
OK. Au niveau là, de la position, que votre vélo soit à l'envers, debout, à 45 degrés, peu importe la position dans laquelle il va être, la seule et unique chose à respecter, c'est que s'assurer que votre dropper post il est relevé complètement, qu'il n'est pas compressé, idéalement. De ne pas, suspendre le dropper post là, s'il est compressé, de suspendre par la selle compressée. Parce que ça va chercher à l'étirer et là, vous Mhm. pouvez le briser. Mais sinon, pourquoi on demande de le garder détendu, donc complètement ouvert? Encore là, c'est une question de seal, parce que quand que le dropper post est compressé, il y a plus de pression à l'intérieur. Donc, le seal est comme surchargé. Et là, Mhm. s'il gèle, ben, il y a plus de chances qu'il va se rompre pour briser. OK. Euh, mais sinon, pour le reste, il n'y a absolument aucune restriction là, au niveau de l'hiver, là, de la façon d'entreposer, là, la position d'entreposer de votre vélo. Et si le fait, par exemple, d'entreposer votre vélo à la verticale, ça fait en sorte que vos freins deviennent mous ou quelque chose de genre, ben, c'est simplement que les bulles d'air à l'intérieur de la ligne de frein ont remonté dans la manette et vous êtes dû pour un bleed. C'est juste ça que ça signifie. Donc, c'est pas que ça a brisé vos freins ou que ça a créé une problématique. C'est vraiment l'indication la plus flagrante que vous avez besoin d'un bleed. C'est carrément ça. L'autre chose que je conseillerais aussi, c'est vraiment une recommandation plus que quelque chose qui est absolument nécessaire, Mhm. mais c'est d'enlever l'air dans les suspensions, justement pour ne pas surcharger les cils inutilement. OK. Euh, Parce que si le seal est surchargé et qu'il fait froid, il y a plus de risques de se rompre, justement, de casser. Donc, de retirer l'air des suspensions, ça ne demande pas grand-chose. Ça permet d'éviter tout problème. Et dans les pneus, même chose, de baisser la pression des pneus. Donc, pas la retirer complètement pour ne pas décoller le pneu du rim, mais de Mhm. baisser la pression des pneus, là, ça peut être bon parce que justement, si le pneu il gèle et il y a une surpression intérieure, il peut craquer plus facilement. Ah oui, le Donc, caoutchouc, il va tout le temps être sous tension, là, éventuellement, que le froid, il va craquer, là. c'est ça exactement. Donc, OK. c'est plus un conseil que je donnerais là, que vraiment une nécessité là, à faire. Là. C'est un conseil d'amis, comme on dit. Excellent. Fait que, écoute, ça me met un petit peu plus, je veux dire, au courant de ce qui est bien ou pas bien de faire là, pour l'hiver en vélo. Puis j'ai une question pour toi par rapport au trail de fat bike. J'ai parlé avec quelqu'un qui va faire carrément de la trail ou quasiment de la descente en fat bike. Y a-tu des monts où on peut aller puis monter et descendre comme on veut, comme en été? Ben, en fait, oui, il y a plusieurs centres au Québec là, qui offrent des circuits de fat bike. Là. Donc, plus que ça va, là, plus que les centres qui sont ouverts l'été offrent aussi du fat bike, ça serait long de toutes les énumérer, mais vous pouvez faire. C'est sûr que vous ne pourrez pas faire du downhill en fat bike, mais des centres là, comme Sentier du Moulin ou en PR47, là, où est-ce qu'on a quand même des longues descentes là, en fat bike, il y en a d'autres aussi, là, mais pour nommer juste ceux-là, mais où est-ce qu'on va vraiment avoir des belles descentes qui vont se faire et des belles randonnées de fat bike. Donc, à ce niveau-là, là, oui, il y a moyen de faire des très belles randonnées là, en fat bike l'hiver. Là. Puis c'est vrai que les crampons, c'est quasiment un must là, pour les pneus, même sur un fat bike. Tu veux dire, tu parles des studs là, Ouais, ouais, des en studs là métal? Là? pour. Ouais, exactement, des studs. Ben, je sais qu'il y a des pneus qui viennent studder, puis d'autres pas. Ou qui Ouais, sont prêts à être cramponnés, dans le fond, là, mais ouais. ça fait vraiment. Ça fait-tu vraiment une grosse différence? En fait, ça va être très relatif à où tu roules, dans quelles conditions tu roules. Je pense pas ok, que les studs soient nécessaires dans la majorité des situations. En fait, ça peut permettre de rattraper certaines situations qui vont être un petit peu plus problématiques là, dans certains sentiers où est-ce que là, oups, ça va être plus glacé, etc. Donc, Ouais, c'est plus efficace à la glace qu'ailleurs, là, faut dire. ouais, c'est ça exactement. Mais de façon globale, euh, la majorité des sentiers au Québec se tiennent quand même plus sur la neige que sur la glace. Ah, ok, Par ok. contre, il y a quand même beaucoup d'endroits là, où les studs vont être quand même là, très appréciables. Mais tu sais, c'est un peu comme sur les voitures. Tu sais, il y a majoritairement plus de voitures qui sont sur
des pneus d'hiver Oui. qui sont pas studés. Donc, c'est pas parce que les gens ont pas des pneus cloutés que nécessairement ils font tous des accidents pendant l'hiver. Donc, Non. ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas assurément nécessaire. Là. Vous avez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas de clous sur vos pneus qu'il faut absolument là, garocher au magasin là, pour aller en chercher. Par contre, là, ça peut être un must dans certaines situations. Là. Puis, tu sais, faut pas oublier une chose aussi, c'est que tout est relatif aux pneus que vous roulez aussi. Tu sais, un Mhm. bon pneu à neige va être pas mal plus efficace que un pneu cheap clouté. Là. Tu sais, Ah, ça, c'est sûr. Ça se faut, peut faut, très bien, faut- effectivement. faut voir aussi là, à ce niveau-là, là, par rapport là, à qu'est-ce qu'on a comme pneu à la base. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, là, en fat bike, là, le pneu est tellement plus important qu'en vélo de montagne standard. Là. Le pneu fait tellement plus une différence là, sur la ride là, que en vélo de montagne l'été, là, où les différences vont être peut-être un peu plus subtiles. L'hiver, là, le pneu fait une grosse différence. Et Mhm. d'aller chercher un bon pneu avec une bonne gomme, c'est vraiment là. Je dirais que c'est majoritairement là l'importance, là, plus que d'avoir un pneu clouté. Là. Ce qui est drôle, c'est que je reviens souvent avec des parallèles sur l'automobile. Un pneu de voiture d'hiver qui est trop large va aller moins bien qu'un pneu un peu plus étroit qui va, si on veut, diviser la neige ou la tasser plus facilement. Mais pourtant, dans le monde du vélo, probablement à cause du poids ou je sais pas quoi, c'est le phénomène inverse qu'on veut atteindre, celui où on flotte plus sur la neige que de passer à travers pour atteindre le sol. Donc, c'est quand même un drôle de parallèle. C'est quoi la taille idéale, d'après toi, sur un fat bike là, pour vraiment avoir le plus de contrôle? Le but, c'est l'effet raquette. Donc, c'est Mhm. d'avoir une portance sur la neige là, avec le vélo. Mais au niveau de la largeur idéale, ben, en fait, ça dépend tellement de quelle dynamique de fat bike on veut avoir. C'est au même OK. principe que l'été, un pneu de cross-country ne sera pas la même largeur qu'un pneu d'enduro ou un pneu de downhill. Donc, Mhm. en fat bike, c'est un peu le même principe. La seule chose qu'il faut respecter, c'est vraiment la largeur minimale que les centres vont demander, qui Ouais. souvent est 4 pouces. Ouais, ouais, Donc, ouais, j'avais vu ça. c'est ça, c'est la largeur minimale qu'ils demandent. Donc, c'est la seule chose vraiment à respecter. Sinon, pour le reste, rendu là, c'est tellement un choix personnel, ça serait difficile pour moi là, de vous dire, hey, tout le monde, là, allez vous acheter du 4.5, là, c'est vraiment la largeur idéale. Ça dépend de tellement de facteurs, là, comme en vélo l'été. Ah, Tu c'est sais, sûr. personnellement, je roule du 2.4. Mais est-ce que je roule du 2.4 parce que les pneus que je voulais se faisaient en 2.4? Mais je pense pas qu'il faut magasiner un pneu totalement avec la largeur. Je pense qu'il faut y aller avec le pneu de façon globale, là, plus que focuser sur une largeur précise. Ouais, mais quelqu'un qui le sait pas, là, quelqu'un qui s'achète un fat bike, bon, OK, c'est sûr, le fat bike, il vient avec des pneus, mais admettons qu'on va avoir une première expérience, admettons qu'il vient avec des 4 pouces. Mais là, je me dis, serais-tu mieux que du 4,5 ou du 5? Ça revient cher un peu d'investissement juste pour tester, voir si c'est plus agréable ou si la réponse est meilleure. Je veux dire, sur quoi est-ce qu'on se base pour savoir, OK, est-ce qu'un pneu de 5 pouces de large va avoir un comportement radicalement différent par rapport à un 4? En fait, là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est emprunter le fat bike d'un ami ou louer-en un avec des pneus plus larges parce que il y a pas. C'est c'est à peu près impossible là, de répondre à cette question-là de façon très précise parce que c'est tellement relatif d'une personne à l'autre. Encore là, comme les pneus de vélo de montagne l'été, Ouais. je peux pas là, vraiment dire de façon là, directe, là, c'est ça que ça vous prend. C'est sûr que il y a des logiques quand même. Là. On s'entend que vous allez plus apprécier là, telle grosseur, telle largeur de pneus. Euh, Malheureusement, c'est d'en essayer. C'est plate, mais le vélo, c'est beaucoup comme ça. Donc, C'est très soit subjectif. Ouais, c'est ça exactement. Soit qu'on sort l'argent de sa poche ou on a un ami qui nous permet de au moins essayer un peu pour pouvoir comparer un peu le type de pneu et la grip pour faire le meilleur choix possible. Là. Mais à part essayer, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de conseils qu'on peut donner là, par rapport à cette question-là précisément. Là. Ben, effectivement, je trouve que tout ce qui a rapport avec le vélo est beaucoup basé sur l'expérience qu'on en fait nous-mêmes. Je veux dire, je vais essayer le vélo d'un ami, puis
je vais peut-être préférer le mien ou peut-être tomber en amour avec le sien d'un coup. T'sais. Fait que c'est là aussi qu'on ne le sait pas trop. Une fois qu'on a une machine à nous, est-ce qu'on s'habitue tant que ça avec à se dire, ben, moi non, je suis correct, mais pourtant, des fois, on va essayer des affaires puis on dit, oh my God, OK, si j'avais su, j'aurais changé avant. J'imagine que c'est un petit peu la même chose avec le type de pneu qu'on veut utiliser là, sur un fat bike. Moi, personnellement, j'ai même pas encore essayé un fat bike, mais je serais très, très curieux d'essayer ça sur la neige. J'aimerais vraiment ça essayer cet hiver. Donc, il y a de fortes chances que j'aille m'en louer un si les centres sont ouverts, évidemment. Ben, en fait, là, on s'habitue beaucoup à notre vélo. Et en fait, ça vient souvent biaiser aussi un peu comme notre perception du vélo. Parce qu'on s'habitue à comment que notre vélo va, etc. Et quand on arrive sur un autre vélo, des fois, on va être un peu dépaysé. Et ça va faire en sorte qu'on sort de notre zone de confort. On dit, ah non, 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 j'aime vraiment pas ça. Mais si on gardait le vélo pendant 2-3 rides, là, on commencerait à voir les subtilités et commencer à apprécier davantage ce nouveau vélo-là. Donc, souvent, là, notre vélo personnel là, vient un peu biaiser là, notre perception qu'on va avoir justement parce qu'on s'habitue à ça. C'est le même principe que la personne qui a un vélo trop petit pour elle, qui Ouais. a toujours roulé un vélo trop petit pour elle, est habituée à ça. Fait que si on la met sur un vélo théoriquement de la vraiment bonne dimension pour elle, elle va faire comme tabarnouche, c'est donc bien grand ce vélo-là, c'est donc bien long. Mais Ouais. en fait, c'est juste qu'on l'a sorti de sa zone de confort. Et je suis convaincu que cette personne-là, on l'amènerait rouler 2-3 jours de temps. Puis à la fin de nos 2-3 journées, on la remettrait sur son ancien vélo, puis elle dirait ouf, non, je veux plus rien savoir de ce vélo-là. Donc, on est souvent biaisé par ça. Là. Ça me rappelle un peu, je sais pas si c'est juste moi, mais tu sais, quand tu essaies le vélo d'une autre personne, tu as l'impression qu'il va croche au début. Ouais, Tu ouais. as l'impression qu'il va trop à gauche ou trop à droite. Il y a comme un drôle de feeling. J'imagine c'est la même chose. Il faut comme se battre un peu avec ça, puis enfin ressentir le vélo. Là, tu sais. Mais ça, de toute façon, on va en parler bientôt du choix de vélo. Puis j'ai bien hâte de parler de ça, justement. Ça va être bien intéressant. Il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses à vérifier là, dans l'achat d'un vélo. Euh, c'est beaucoup d'argent aussi, que ça représente quand même un bel investissement. Là. Donc, je pense que c'est des réponses qui vont aider beaucoup les gens là, à faire un choix éclairé. Là. Ouais, on va essayer de vous aider là, le mieux possible, là, de vous guider un peu là, dans tous les types de catégories qui existent, etc. Là, toutes ces choses-là. Donc, on va essayer de simplifier ça le plus possible là, pour rendre votre achat là, plus facile un peu. Là. Exactement. Bon, ben, on va vous revenir avec ça bientôt. En attendant, Julien, merci beaucoup encore une fois pour ce merveilleux podcast. Et puis, on se retrouve très bientôt. Yes, salut tout le monde. Puis n'hésitez pas là, à nous envoyer vos questions, vos commentaires là, à propos de notre podcast. Donc, on en est au balbutiement là, de tout ça. Donc, on veut essayer là, de répondre au mieux possible là, à vos demandes. Donc, un peu comme on a fait aujourd'hui, on avait plusieurs questions là, au niveau de l'hiver, au niveau de tout ce qui entourait ça. Là. Donc, on essaye là, vraiment là, de personnaliser ça le plus possible. Donc, n'hésitez pas là, à nous écrire à ce niveau-là. Vous pouvez nous écrire soit à l'adresse courriel hdmbike@gmail.com ou d'ailleurs, vous pouvez aussi nous écrire soit sur notre page hdmbike sur Facebook ou sur le Messenger de cette même page. Donc, sur ce, on se voit bientôt. Salut Julien, fais attention à toi. Yes, salut Jason. Ciao, ciao.